Bonjour, je m'appelle Uriel et bienvenue au Pays pour Parcours d'immigrants, qui est un podcast dans lequel je te partage l'histoire d'immigrants qui sont venus s'installer au Canada à la recherche d'une vie meilleure. Je te partage le parcours de gens qui ont immigré au Canada afin de se donner de nouvelles perspectives, afin de se créer une nouvelle vie et qui tranquillement s'intègrent dans le tissu social de ce pays. Mais tout d'abord, je me présente, je m'appelle Uriel Bigot, je suis un immigrant, je suis originaire du Bénin, mais avant d'arriver au Canada, je suis passé par la France. Toute ma vie, j'ai été un immigrant, que ce soit à travers mes études, un peu en Asie, un peu aux États-Unis et aussi en Europe. Et ce qui m'a constamment permis de, chaque fois, me sortir de situations difficiles ou de progresser ou d'aller à un autre niveau, c'était ma capacité à m'intégrer. Ma capacité à m'intégrer à de nouveaux milieux, à une nouvelle culture, à rencontrer de nouvelles personnes. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé tout au long de mon parcours, aussi bien professionnel que personnel. Et c'est pour ça que je mets un grand focus sur l'immigration, qui d'après moi est l'une des meilleures façons de pouvoir se redonner une nouvelle perspective, de découvrir de nouvelles choses et ultimement de pouvoir offrir un meilleur avenir à sa famille. Et donc c'est dans cet objectif que j'ai lancé ce podcast, tout au long duquel je vais te présenter des gens de différentes origines, qui viennent de différents types de métiers, qui ont différentes situations personnelles, que ce soit des parents, des célibataires, des jeunes ou des vieux, peu importe leur race, peu importe leurs origines. Ce qui les caractérise tous, c'est cette capacité à se lancer, à aller découvrir un nouveau pays, à aller s'installer dans un nouveau pays, mais surtout à prospérer dans ce pays. Alors si c'est des sujets qui t'intéressent, suis-moi, c'est parti. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler avec Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Salut Uriel, tranquille ou quoi? Très bien, très bien. Écoute, j'avais hâte de faire cet épisode parce que la manière dont toi et moi on s'est rencontrés, c'est... Je vais te laisser rencontrer la manière dont on s'est rencontrés. Je pense que c'est assez intéressant. Tu sais, au début, j'ai commencé à regarder j'ai commencé à regarder tes vidéos depuis la Guadeloupe. Donc moi, je viens de Guadeloupe. Et je me suis dit, ça a l'air tranquille, la manière dont tu parles, tout ça. Et ça me plaisait bien, en fait. Et du coup, quand je suis arrivé ici, je me suis dit, je sais pas si les gens sont aussi accessibles que ça. Après, quand je me suis dit, bon, vas-y, je vais au culot. Je t'ai contacté sur LinkedIn. Et puis, je t'ai dit, bon, voilà, mon parcours, tout ça. Et j'ai vu que tu m'as répondu. Je me suis dit, OK, bon, est-ce que c'est un compte fake? Est-ce que, tu vois, tu sais jamais. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment lui? Bon, OK, j'ai vu que tu m'as répondu. J'ai répondu. Ça a envoyé un message. Je me suis dit, bon, ben, OK, c'est vraiment lui. Et là, on se rencontre et c'est vraiment, vraiment toi. Donc, ce n'est pas un catfish, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ben, c'est intéressant parce que tu m'as contacté en me disant, écoute Uriel, je regardais tes vidéos, j'ai immigré au Canada et on s'est rencontrés. Ce que j'aimerais partager un peu avec tout le monde, c'est un peu ton parcours. Le moment où tu t'es décidé à immigrer, comment ça s'est passé. Donc on va parler un peu du avant, donc ce qui t'a amené à vouloir aller au Canada. Autre que mes vidéos, bien sûr. On va parler aussi aujourd'hui de tout le processus. Ouais. Ce que je trouvais extrêmement intéressant de ta situation, c'est que Jean-Claude, tu as 3 enfants et tu es marié. Tu as ramené tout ça avec toi. Ouais. On que c'est pas... Tu n'avais pas de bagages. Ouais, c'était... Ouais, ça, c'est ça. Tu pas de bagages. Ça, c'est sûr. Tu es arrivé ici, tu t'es intégré, tu travailles, donc une bonne intégration dans le tissu social et professionnel. Donc, on va partager un peu ton expérience, puis j'espère que tout au long de cet épisode, ceux qui nous écoutent pourront tirer des leçons, pourront les aider. Donc, parlons un peu du pourquoi tu as décidé de venir au Canada. Ben, tu sais, en vrai, j'ai toujours voulu venir au Canada depuis que je suis tout jeune. Tu sais, c'est un peu le cliché de tout est blanc, il n'y a que de la neige et tout. J'ai toujours aimé le paysage canadien. Mais bon, j'ai compris en arrivant ici que c'est pas tout le temps pareil. Mais en vrai, c'est le paysage qui m'a plu, en fait. Le paysage blanc, en fait. Toute neige et tout. Après, j'ai fait mes études en Guadeloupe. J'ai continué j'ai été jusqu'au BTS, technico-commercial. Après, j'ai eu un titre professionnel de niveau master en réalisation de documentaires. Et puis, toute ma vie, j'ai essayé de continuer à progresser en attendant de me dire que je serai au Canada un jour. Wow. Donc, ça a toujours été dans ma tête depuis que je suis jeune, en fait. Et puis, du coup, ce qui m'a motivé à faire les démarches, c'est un peu si tu veux, comme je t'ai dit, c'est un peu le tissu social économique en Guadeloupe où c'est un peu fragile, où les jeunes ont
je vais pas dire pas beaucoup d'avenir, mais il faut quand même sortir du pays, de l'insularité guadeloupéenne ou même caribéenne, hein, quand tu veux aller un peu plus loin, quand tu as atteint ton plafond de verre, quand tu estimes que tu as atteint ton plafond de verre, tu veux sortir du pays et voir autre chose. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est un peu mon cas aussi. L'immigration, c'est un peu une façon de dire j'ai l'impression que je ne peux plus évoluer plus loin que là où je suis actuellement, dans le pays où je suis. Et donc, je me donnais l'opportunité d'aller chercher quelque chose de différent. C'est ça. Ou est-ce que peut-être au début, je vais peut-être reculer un peu, mais ultimement, je vais finir beaucoup plus loin que là où je suis bloqué aujourd'hui. C'est ce qui m'est arrivé. Je vais pas dire que j'ai perdu du temps, mais c'est arrivé à point. J'ai attendu, j'étais patient. J'ai pris de l'expérience en Guadeloupe quand même. Je travaille depuis que j'ai 19 ans. Je travaillais dans un centre culturel. Donc, j'étais technicien son, technicien lumière, technicien plateau. J'ai un peu fait le gars à tout faire, quoi, en fait, au début. Puis après, j'ai travaillé dans un média qui s'appelle ETV, Éclair Télévision, qui m'a beaucoup donné aussi en termes d'audiovisuel. J'ai beaucoup appris. Et c'est ça qui fait un peu la force. Tu te dis, en attendant, tu restes pas là sans rien faire. Ouais. Tu prends ton expérience là où tu es, t'es bloqué, entre guillemets, tu peux pas encore avancer là où tu voudrais avancer, mais avance à petits pas quand même, tu vois. Et c'est ça qui m'a permis aujourd'hui, là où je suis maintenant, on parle pas encore de maintenant, mais là où je suis maintenant, là où je travaille maintenant, j'ai pas mal d'expérience, donc je vois que je m'en sors pas mal. Il y a juste peut-être le lexique québécois et le langage qui me fait défaut des fois, mais ça s'en vient. Et t'as des gens bienveillants qui te disent ça veut dire ça veut dire ça. Je dis ah ouais, mais moi ça veut dire ça, moi je le dis comme ça. Ok, vous c'est comme ça, bon ok, tu vois, c'est comme ça que tu fais ton intégration. Tu peux pas venir et dire ah non, mais nous on le dit comme ça, c'est comme ça. Non, c'est chacun a son. C'est nous qui sommes des étrangers ici, même si ce pays c'est ça le truc. On en fait le nôtre à travers notre contribution dans le tissu économique, à travers notre contribution dans la culture, ça reste une terre d'accueil. On se doit de respecter, sans perdre notre identité, mais de la respecter. C'est bon ce que tu dis, parce que tu dis que tu gardais ton œil sur ton objectif tout en continuant à progresser. Donc, tu n'as pas fait du surplace, tu as continué à progresser. Comment ça s'est passé ton processus quand tu t'es dit, comment tu as su que c'était le bon moment d'y aller? Je sais pas vraiment. En fait, j'ai une amie qui habite ici, qui s'appelle Amel, de Go Big Up. Et du coup, elle faisait des voyages. En fait, elle organise des voyages pour les jeunes, comment on appelle ça, des échanges. Donc, elle est guadeloupéenne aussi. Et de par son association, elle nous a fait venir avec un groupe. On est venu peut-être une semaine. Donc, je me suis dit, bon, allez, c'est le moment où... Et tu sais, ça fait un moment qu'elle me disait, ouais, j'organise des voyages, faudrait que tu viennes. Mais toi, t'es dans ta routine de travail, des enfants et tout ça. Tu dis, non, c'est pas encore le bon moment, non, machin. Et puis un jour, je me suis dit, bon, allez, vas-y. Il faut le faire, vas-y, c'est une semaine. Je pars pas un mois. Je peux pas laisser ma femme avec les 2 enfants. Tu vois, c'est un peu compliqué. Faut négocier avec sa femme, lui dire ouais, mais voilà, ça peut amener à quelque chose. Et ça a pas mal servi. Donc au final, je suis arrivé, on est venu en janvier, je crois 2018 ou 2019, je me rappelle plus. On est venu en plein hiver aussi. Je suis arrivé, du coup moi c'est ce que je voulais découvrir déjà à la base, c'est l'hiver. Et on est resté une semaine, ça s'est bien passé. Quand je suis revenu en Guadeloupe, j'ai senti un truc, je me suis dit, faut que j'y retourne. Il y avait un appel? Ouais, il faut que j'y retourne. Et j'ai dit à ma femme, tu sais quoi, les 1 semaine que j'ai fait là, ouais, c'était cool. C'était cool, il faut qu'on y aille. Bien que j'ai pas travaillé, mais j'étais quand même, c'était pas des vacances, mais c'était quand même une découverte. Et à mon étonnement, elle m'a dit, vas-y, ok. Je lui ai dit, t'es sérieuse, ok? Elle m'a dit, ouais, ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Puis on a commencé à faire les démarches, à chercher sur YouTube qu'est-ce qui se fait là-bas, comment ça se passe et tout. C'est un peu une manière de te rassurer, de te dire t'as des immigrants là-bas aussi. Donc quand j'ai commencé à chercher, j'ai trouvé pas mal de personnes, et la personne
enfin, t'en as plusieurs, mais je vais pas nommer de nom, mais t'en fais partie, les personnes qui sont sorties du lot et que je regardais leurs vidéos tout le temps, et je me suis dit, ouais, vas-y, c'est le moment. Et du coup, on a fait plein de paperasse et de la paperasse et de la paperasse. Je pense que c'est un peu ce qui ralentit beaucoup de monde, mais ça fait partie du processus. Petite parenthèse rapidement, j'ai fait exactement comme toi, je suis venu en vacances. Et c'est suite à ça que j'ai décidé de venir d'emménager définitivement. Est-ce que tu conseillerais aux gens de venir faire un tour en vacances ici? Ouais, il faut venir avant quand même, je pense. Ouais. C'est mieux de venir avant pour ne pas être déçu complètement, parce que c'est clair que tu viens pas... si tu viens t'installer directement, tu viens pas en vacances. Donc, tu as du mal peut-être à voir ce qui se détache du décharge et tout ça. Tu arrives directement dans le truc. Tu viens en vacances, tu te poses, tu regardes, ok, c'est comme ça, ok, c'est ça, ok, ça te plaît, ça te plaît pas, tu restes chez toi. Enfin, tu restes chez toi, tu restes dans ton pays. Vaut mieux aller découvrir avant. C'est comme quand tu achètes une voiture, tu essayes avant et tu te dis, non, ça me va pas, je vais passer à autre chose. Surtout si c'est une voiture que tu vas garder pour le reste de ta vie, ou c'est ça, ou tu vas faire des enfants, à long terme, ouais, c'est ça. Donc, je pense que c'est... Après, je conseille pas mais fortement, ouais, venir en vacances, voir comment ça se passe. Donc tu viens en vacances en hiver. En hiver? Ouais. Moi, pour la petite blague, je suis venu en vacances en été avec ma femme. Je lui ai vendu le concept, elle a adoré. On est arrivé ici en plein été, il faisait super beau. Puis le truc qui nous a fait halluciner, moi je travaille à Paris à la Défense. Et Paris à la Défense, quand tu pars du travail à 5 heures, tes collègues te demandent si tu as pris ta demi-journée. C'est pour te donner un peu un ordre. C'est pareil en Guadeloupe. Hein, donc on travaillait énormément. Puis on arrive ici en vacances, en pleine semaine. 4 heures de l'après-midi, tout le monde est dehors dans les parcs en train de jouer du tam-tam, en train de parc La Fontaine. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe? C'est les vacances ici. Et elle a adoré, il faisait super beau. Puis on est revenu en plein mois de novembre, en plein hiver. Là, elle m'a dit, c'est là le piège. Tu m'as vendu un rêve. C'est ça le truc. C'est là le piège. Et c'est là où tu te dis, faut te forcer. Fais le forcing. Viens en hiver. Même en vacances, viens en hiver. Parce que tu sais que l'hiver, il dure quand même 4, 5, 6 mois. Viens en hiver. Tu sais que c'est un pays où il fait froid, c'est dans le nord. C'est vrai. Moi, c'est le seul conseil que je peux donner, c'est si tu viens en repérage, parce que si tu viens en vacances, tu viens quand tu veux. Mais si tu viens en repérage, viens en hiver. C'est bon ce que tu dis, parce que tu parles de repérage, puis on va en parler tout à l'heure par rapport à la recherche d'emploi. Mais nous, quand on était venu avec le mindset d'être en vacances. Mais ma femme en a profité pour aller voir certains de ses collègues avec qui elle travaille depuis la France. C'est comme ça qu'on lui a offert un travail. Donc moi, quand je suis arrivé ici, ma femme avait déjà un boulot. C'est son travail qui nous a fait tous les papiers, les visas. Elle avait un visa fermé, moi j'avais un visa ouvert. C'est la vraie arnaque. Donc j'avais un visa ouvert. Et c'est vrai que le fait d'être venu en vacances pour repérer, ça nous a aidé à plus facilement nous intégrer. 6 mois après, on était ici. Donc, j'aime beaucoup ce que tu dis. Donc, s'il y a un point qui est important que tu conseillerais à tout le monde, c'est venir en vacances, venir faire du repérage, rencontrer des gens professionnellement. C'est bon. Et du coup, tu t'es lancé dans les paperasses. Tu m'as dit, pour la petite histoire, tu as dit que tu as fait ton CAQ 3 fois. Ouais, on a fait le CAQ 3 fois, putain. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, y a eu le Covid. C'est comme partout, il y a le Covid. Et à chaque fois, ça repoussait. J'ai plus les dates exactes en tête, mais si tu veux, on devait partir. On était censé partir en 2020, en juillet 2020, parce que ma femme, elle a un permis d'études. Donc, du coup, on est rattaché à son permis d'études en tant que conjoint et les enfants. Tu es venu à travers le chemin du permis d'études? Ouais. Explique-nous un peu ça. C'est hot ce que tu expliques là. Alors. Moi, si tu veux, alors comment tu veux que je t'explique le truc? Quand tu viens en tant qu'étudiant, si tu as un conjoint de fait, il peut venir avec toi. Si tu as des enfants, c'est comme tes enfants, ils viennent avec toi. Donc nous, on est ensemble depuis pratiquement 13 ans. Donc ça coule de source, quoi. Donc il y a les enfants, l'immigration, ils vont pas nous dire quelles sont les preuves, quelles sont vos preuves de conjoint de fait. Donc direct, c'est mis à part les factures, t'as les livrets de famille, t'as les actes de naissance avec les 2 noms. Donc nous, on est venu par rapport à ça. Elle a un permis d'études.
Elle a un permis de travail aussi, donc elle peut cumuler, elle fait les deux, donc mais elle a droit qu'à 20 heures de travail. Donc c'est pas mal, ça se, comment on dit ça, ça s'additionne, puisque si tu peux faire que 20 heures de travail, tu t'en sors pas. En plus, c'est une très bonne voie ce que tu dis là, et ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que tu peux venir au Canada avec un permis d'études. Et ton conjoint, de facto, il a un permis ouvert. J'ai un permis ouvert, ouais. Ce qui veut dire que toi, derrière, tu es déjà éligible pour travailler. Exact. Je ne vais pas dire que c'est une voie express, mais c'est une voie que je trouve particulièrement intéressante parce que avoir un permis d'études, c'est pas très compliqué. Non. Tu t'inscrives, tu justifies que tu es dans la bonne filière, mais après, derrière, c'est juste des sacrifices. Nous, on a quand même la trentaine, donc on s'est dit comment on peut faire pour y aller assez rapidement. Moi, je me suis dit, peut-être les études, ça va assez vite. Du coup, c'est soit elle ou moi. Elle m'a dit, ouais, moi, je veux bien reprendre mes études. Je lui ai dit, ok. Elle a choisi ses études. On a regardé comment ça se passe. On a fait les démarches auprès d'un site, je ne sais pas si je peux nommer le nom, mais on a fait des démarches auprès d'un site qui nous a fourni un conseiller, donc le conseiller du site. Et c'est lui qui nous disait quoi faire. Donc le CAQ, l'inscription à l'école, l'admission à l'école, l'acceptation à l'école, ensuite le CAQ de ma femme et les enfants. Et après le CAQ, tu as le fédéral. Et là, tu peux commencer à faire tes papiers sur le site du gouvernement, je crois. Donc, et là, il y a de la paperasse. Et tu payes. C'est un investissement. C'est un investissement. C'est ça le truc. Et du coup, l'histoire des trois CAQ, c'est parce que du coup, c'est même pas que 3 CAQ, ça en fait 9. Puisque ça fait 1, 2, 3 fois. On a refait les CAQ 3 fois. Mais 3 fois fois 3 personnes. Tu vois? Moi, j'avais pas de CAQ parce que c'est un permis de travail. Mais pour elle et les enfants, il leur faut un certificat d'acceptation au Québec. C'est leur politique, donc... et si on peut le partager, je peux le partager. Tu as fait 3 CAQ, mais à la fin, tu as dû en faire 4. Le 3e, il est arrivé en chemin. Tu as eu un troisième enfant en plein processus d'immigration au Canada. En plein processus d'immigration et en plein Covid. Wow. Donc, quand ma femme m'a dit ça, on était toujours en Guadeloupe. Elle m'a dit qu'elle est enceinte. Je lui ai dit, sérieux? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, ça fait 3. Hein, ça fait... Je suis ton père. Ouais. Je lui ai dit, ça fait 3. Du coup, ça fait 5. Ouais, 5. Et du coup, bébé, lui, il a un permis visiteur qui est rattaché à nous. Donc lui, il n'est pas à l'école, il ne travaille pas, donc il a un permis visiteur avec la même date d'expiration que nous. Donc lui, il va à la garderie et puis voilà. C'est top. Donc c'est quand même bien passé toute cette immigration avec 3 enfants. Par contre, nous, comment ça se passe quand tu arrives à l'aéroport? Alors déjà... Les bagages, comment tu gères tous ces bagages? Les bagages, c'était une galère. On avait pratiquement une 12aine de bagages, en comptant les bagages en soute, bagages cabine, sac à dos. Poussette. Alors, on n'avait pas de poussette parce que lui, il est arrivé à 3 mois ici. On avait le Maxi-Cosi qui va dans la voiture. Ça, c'était gratuit, ça, c'était cool, pas avec la compagnie d'avion. On avait un autre truc, je me rappelle plus. Je crois qu'on avait une poussette. Non, on n'avait pas de poussette. On avait un autre truc de bébé, mais je me rappelle plus. Mais quand on est arrivé ici, c'était patienter plus que les autres parce qu'on est à 5, attendre toutes nos valises, parce que les valises sont aléatoires, elles arrivent pas comme ça tous ensemble. Et puis, c'était trouver un taxi. Qui voulait bien vous prendre à 5 avec des... Oui, on a pris 2 taxis, on a payé 2 taxis, 2 vannes. On a payé 2 vannes parce que c'était pas tant nous, mais les valises. Et puis, après, on est arrivé chez notre pote. OK. On connaissait rien, on est arrivé vers 20h ou 21h, truc comme ça. Il faisait pas si froid, mais il y avait de la neige, il y avait de l'eau. Tu dois gérer les enfants, les faire sortir, tu connais rien. Tu tombes dans les flaques d'eau. Tu rentres le bébé parce qu'il a 3 mois. Tu sais, nous on vient des pays chauds, donc on sait pas qu'est-ce qu'il peut avoir. On le fait rentrer, les valises. Et anecdote, on rentre dans la maison, ok, tout le monde est safe, il fait chaud, tranquille, machin. Je sais plus ce que je voulais faire, et moi je cherche mon sac. Je me dis, mais
je trouve pas mon sac. Elle me dit, t'es sûr, il y a ça, il y a telle valise. Je lui dis, non, j'ai oublié mon sac avec tous mes disques durs, tous mes backups de Guadeloupe, ce que j'ai fait en réel, en Guadeloupe, tout ça. Je me dis, putain, j'ai oublié mon sac dans le van. Ouais. J'ai oublié mon sac dans le van. Et puis je me dis, putain, je viens d'arriver, je perds déjà mes trucs. Stress additionnel. Ouais. Et puis c'est ma pote, elle me dit, non, t'inquiète, on va appeler le service de taxi, tout ça. Je lui dis, ouais, mais tu connais. Quand t'es en Guadeloupe, t'as perdu ton sac. Tu l'as perdu. Tu l'as perdu, quoi. Elle me dit, non, t'inquiète, elle est à 90%. Il va peut-être le ramener, le chauffeur, quand il va voir que t'as perdu ton sac, enfin que t'as oublié ton sac, il va te le ramener. Je lui dis, mais t'es sérieuse? Mais non, ils vont pas me le ramener, tout ça, machin. On n'a pas de voiture, on connaît personne. Il faudrait peut-être appeler le lendemain, parce qu'on est arrivé vers 21h. Et puis, moi, je stresse parce que j'ai tous mes trucs dedans. En fait, j'ai fait un sac avec tout. Pour tes backups. Tous mes disques durs. Je suis venu avec au moins une dizaine de disques durs. Et du coup, peut-être vers 22h, 22h30, on entend la sonnerie. Et puis le gars, il arrive, il me dit, mon ami, t'as oublié tes sacs? Je dis, putain, t'es sérieux? C'est l'une des... Il y a un niveau de bienveillance. On va pas non plus tomber dans l'angélisme. Ouais. La criminalité comme dans tous les pays. C'est sûr. Mais on a quand même un niveau d'angélisme, un niveau de courtoisie. Non, franchement, en tout cas, qui est important ici. Il y a une époque, j'ai des amis qui fermaient pas leurs portes. Puis il y a personne qui va venir te voler. Une petite anecdote, quand tu vis en France, par exemple, et que tu vis au rez-de-chaussée, tes assurances sont plus chères. Et parce que tu es au rez-de-chaussée, donc tu peux te faire cambrioler facilement. Ouais. Et les gens ne veulent pas habiter en rez-de-chaussée. Tout le monde veut habiter dans les étages supérieurs. Ici, c'est l'inverse. Parce que les gens ne veulent pas habiter à l'étage, parce qu'à l'étage, il faut qu'ils montent la poussette, il faut monter les escaliers. Parce que du côté, c'est hyper sécuritaire. Encore une fois, comme tout le monde, on a de la criminalité dans tous les pays, mais comparé à la France et sans doute à la Guadeloupe, on a vraiment ce côté qui est vraiment sécuritaire. C'est un pays où est-ce qu'il fait bon vivre, c'est fait pour les enfants. Nous, c'est ce qu'on avait aimé, c'est fait pour les enfants. Il y a une qualité de vie qui est là, mais on va en parler d'ailleurs tout à l'heure. T'arrives, t'es stressé parce que tu viens d'arriver, t'as perdu tes affaires, et là, tu te rends compte que, waouh, le gars... Ouais, le gars, il revient, quoi. Il revient, il me donne mes sacs, et je lui dis, franchement, merci. Tu sais, je sais pas quoi lui dire, parce que moi, j'ai pas l'habitude de... tu perds ton sac, et 2 heures après, le gars, il revient, il dit, ouais, t'as oublié tes sacs dans le van, tout ça, machin. Je dis, putain, et en plus, on avait oublié 3 sacs. On n'avait même pas oublié un sac, on avait oublié 3 sacs. Et puis voilà, ça c'est vraiment la première anecdote quand je suis arrivé comme ça là. Mais tu sais, c'est le fait de l'eau, tout ça, la neige, on connaît pas, t'as les pieds dans les bonnes chaussures. C'est pas les bonnes chaussures. Tu t'es pas habillé correctement. Ben on a essayé de se préparer, mais c'est sûr que c'est pas les vêtements d'ici, quoi. C'est pas la même chose. Et comment ça se passe les premières semaines? Parce que là, tu avais choisi d'habiter chez une amie, donc comment ça se passe la recherche d'un logement? Comment ça se passe, le fait de pouvoir se vêtir, se nourrir? Comment se passent les premières semaines quand tu arrives? Déjà, la première semaine, je crois qu'on est resté 3-4 jours chez elle. Mais en fait, elle nous a bien aidé quand même. Elle nous a aidé à trouver le logement. Donc, c'était à distance, mais en même temps, elle était là pour sécuriser le truc, nous dire non, c'est mieux par là, c'est mieux, allez-y par là, c'est mieux par là. Et puis, on est arrivé le jour même, le même jour que le sac, tout ça. Ils sont allés chercher les clés. Oh, wow. Top. Ils sont allés chercher les clés, ma femme et elle, à 9h. Et puis, elles reviennent. Et ma femme, elle me dit, ouais, j'ai déjà les clés. Je lui dis, comment ça, t'as déjà les clés? Elle me dit, ouais, le gars, il m'a donné les clés, quoi. Je lui dis, mais tu l'as déjà payé? Elle m'a dit, non, il m'a dit de faire Interac. On connaissait pas encore Interac. Et puis, je lui dis, mais tu l'as pas payé, il t'a donné les clés, je comprends pas. Il me dit, ouais, il m'a donné les clés, quoi. Je lui dis, bon, ok. En même temps, il a ton adresse, hein. Ouais, c'est sûr, mais... Il t'a logé. Tu sais, c'est pas le même système qu'en France où tu as des... comment on appelle ça, une caution, un truc comme ça. Nous, on est arrivé, il y a beaucoup de choses qui nous a choqués, on n'a pas compris, mais choqués dans le bon sens, pas... et puis, on a pris un semi-meublé quand même, parce qu'on connaissait pas, il y a 3 enfants, donc... On a pris le semi-meublé, on est allé, on a shawaïé, comment on dit ça? Shawaïé, c'est en créole. On a transporté les valises une par une, comme ça, quand on allait... En transport? En transport, ouais.
on connaissait pas encore. Nord, sud, est, ouest, les 4 points cardinaux. Nous, c'est pas ça. Tu vois, nous, c'est en Guadeloupe, nous, on dit, si tu cherches ton chemin, c'est peut-être comme en Afrique aussi, mais on dit le 3e cocotier, tu tournes. Après, tu as le 3e vont. Ouais, exact. La voie d'orientation nord. La 3e vont, après l'immeuble du El Hadja qui est exact. à côté de l'école de base. C'est ça. Donc, nous, on connaissait pas encore. Donc, on s'est un peu habitué à ça. Et du coup, on a ramené les valises petit à petit. Et puis, peut-être au bout de 3-4 jours, on était là. Et puis, pour se nourrir, c'était Uber Eats. Uber Eats. Ouais. Parce que... mais c'était trop cher. On est à 5. Ouais, écoute, 3 enfants, j'imagine. Du coup, on a vite essayé de voir ce qu'il y avait. Il y a des commodités quand même assez près, donc on y va à pied. Mm-hmm. C'est super. Et l'alimentation, pas pareil, ça je t'en parle pas. Effectivement, c'est pas la même. Nous, en plus, aux Antilles, les Antilles, on mange épicé, on mange bien, on mange gras. Ici, c'était au début, on essayait de s'adapter, donc on achetait plus des fruits et légumes. Mm-hmm. Et on comprenait pas trop l'alimentation, même les gâteaux, tu sais. Les Antilles, c'est français, donc on a un peu la gastronomie, pâtisserie, tout ça. Donc on connaît, tu achètes un gâteau, tu te dis, mais c'est sucré, quoi. Pourquoi il y a autant de sucre, je sais pas. Et puis au final, on a commencé à s'habituer, on a commencé à comprendre. Là, on peut acheter ça, là, on peut acheter des patates douces, on peut acheter ça, là, on peut acheter des trucs ici, machin. Donc, c'est un point important parce que c'est différent de ce qu'on connaît en France. La Guadeloupe et la France, c'est la même chose, c'est l'outre-mer. Tu vas à Carrefour, tu achètes tout ce que tu as acheté. Que ce soit les fruits, les légumes, la viande, les pâtisseries, tu as tout au même endroit. Ici, c'est clair, effectivement, c'est différent. Tu vas aller à Sammy Fruits récupérer tes fruits, tu vas aller à Loblaws pour acheter de la viande parce que c'est là où tu as la meilleure qualité. Il y en a qui vont aller à IGA pour acheter autre chose. Ouais. En fonction de en fonction de ce que tu veux manger, exact. Tu vas l'acheter à différents endroits différents. Surtout nous, en plus, qui sont d'origine africaine. Ouais. On va aller, nous, on dit on va chez la chinoise, ou bien on va chez la pakistanaise, on va chez l'africaine pour aller acheter les patates douces, les maniocs, les bananes, exact. Alors qu'en France, tu as pas mal tout au même endroit. Donc c'est un peu ça la grosse différence. Mais on s'y habitue. Puis, oui, on s'y habitue. C'est pas plus mal. Tu t'intègres, hein. Puis si tu as réussi à le faire avec 3 enfants, t'imagines celui qui vient seul ou juste en couple. J'ai des potes, ils me disent respect, quoi. Je leur dis, mais tu sais, il faut le faire. Au bout d'un moment, il faut le faire. Ouais. Tu veux évoluer, tu veux avancer, tu sens que c'est ton plafond de verre, comme je te dis, est atteint au pays. Ça veut pas dire que tu renies ton pays ou que tu rejettes ton pays. C'est qu'au bout d'un moment, tu te dis, t'as envie de faire plus, quoi. Puis, moi, il y a tellement de choses que je suis en mesure de faire. Je suis originaire du Bénin, que je suis en mesure de faire financièrement au Bénin aujourd'hui, que je n'aurais pas été capable de faire si je n'étais pas venu au Canada. Le Canada m'a ouvert des perspectives, puis j'en parle beaucoup sur ma chaîne YouTube à travers ce que j'aime beaucoup. C'est ma passion et mon métier qui est l'immobilier. J'ai atteint des sommets aujourd'hui que je n'aurais pas pu atteindre en France, parce que c'est réservé à une certaine élite. Exact. Et ça m'a donné une certaine aujourd'hui expansion financière qui me permet d'aller faire des projets, d'acheter des terrains, d'avoir une certaine... même quand je rentre en vacances, j'ai une aisance que j'ai pu acquérir parce que je suis ici. Je crois à tous qu'à un moment ou à un autre, on va aller... Il y a toujours cet appel du pays. On veut c'est sûr. quelque chose chez soi. Mais ce que je trouve intéressant d'en passer par la case Canada, c'est que ça te permet d'aller chercher un levier financier qui permet derrière d'aller t'étendre dans d'autres pays, dans d'autres régions. Parlons de côté financier, comment s'est passée ta recherche de travail, comment tu as trouvé, parlons un peu de ça, parce que c'est quelque chose qui inquiète beaucoup de gens qui hésitent à faire le saut. C'est comment est-ce qu'ils vont subvenir à leurs besoins une fois qu'ils sont arrivés ici. Quand je suis arrivé, on est arrivé en début décembre, j'ai trouvé du travail tu sais, dans les boîtes d'intérim. J'ai fait comment ça s'appelle, je travaillais à l'usine, mais 2 jours, je vais pas te mentir. Tu t'es raqué. Mais tu sais, le fait de trouver tout de suite, j'ai trouvé en même pas 2 semaines. Même mentalement, c'est important. J'ai trouvé en 2 semaines. Je suis arrivé, j'ai posé ma candidature, on m'a proposé ça, je me suis dit vas-y, c'est une expérience, je suis de nature à aller voir ce qui se passe. Mais tu sais, c'est pas tant l'usine qui me dérangeait, c'est le fait
Et on était en hiver, donc les journées sont plus courtes. C'est tu pars chez toi, il fait nuit, tu rentres chez toi, il fait nuit. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non. Surtout, t'as le bébé, il faut le voir grandir, tout ça. Je me suis dit, non. Ça paye bien, je vais pas te mentir. Mais je me suis dit, non, il faut que je cherche. Du coup, j'y suis allé un jour. Et tu sais, je venais d'arriver, donc moi, je vois les grands espaces que je voyais, moi, sur YouTube ou bien à la télé, dans les documentaires. Mais tu sais, tu vois ça tellement grand, t'as l'impression que t'es loin, je sais pas où j'étais. Tu sais, tu vas dans les usines, mais c'était, tu sais, au final, maintenant, je me rends compte que c'était à Longueuil. Mais c'est à Bagdad. Moi qui suis, tu sais, nous, c'est l'île. C'est insulaire, ouais. C'est insulaire, donc tout est un peu tout près, même si les routes sont sinueuses, tu prends 1 heure pour aller quelque part, mais c'est un peu tout près. Mais là, tu te dis, tu vois des grands baies blanches. Et tu te dis, je suis où? Je sais pas où je suis. On va où? Je connais personne. Ben, tu sais, tout le monde parle sa langue dans le bus. Moi, je suis le seul petit Guadeloupéen. Je parle français. Tout le monde parle français, mais t'as des Anglais, t'as des gens qui... En fait, t'as des anglophones, t'as des francophones, t'as des gens qui parlent leur dialecte africain, t'as des gens qui parlent un peu toutes sortes de... Et tu sais, tu pars à 5 heures. Donc tu t'endors dans le bus, tu te réveilles, tu sais pas où tu es. Et puis tu te rendors, tu te dis, bon allez, je préfère m'endormir, comme ça, quand je vais arriver. Et j'ai fait 2-3 jours comme ça. Mais tu sais, je me suis dit, non, j'ai pas envie de faire ça parce que... J'ai pas envie de continuer parce que tu sors de chez toi le matin, tu reviens chez toi le soir, il fait nuit le matin, il fait nuit le soir. Je devais faire mes papiers à la banque, carte de crédit, tout ça. On devait finir les papiers. Je me suis dit, non, j'aurais pas le temps quand j'arrive à Montréal. Il est déjà 18h, tout est fermé, donc non. Du coup, j'ai cherché un autre travail, j'ai fait caissier. J'étais caissier pendant pratiquement 5-6 mois. Ouais. Est-ce que ça a été difficile de trouver tous ces boulots? Je sais pas, toi, ça te paraît long parce que tu es dans un processus où il faut nourrir tes enfants. Mais en vrai, quand tu fais ton flashback, tu te dis, mais en fait, tu as trouvé du travail en moins d'1 mois. Tu vois, mais sur le coup, au final, ton argent, tes économies diminuent parce que t'es pas venu seul. On est venu à 5. Tes économies diminuent en 1 mois. Et tu connais rien. Donc, c'est pas genre tu vas faire des économies sur ça ou sur ça. Là, tu casques parce que tu connais pas. Et donc, nous, ouais, tu te dis, tu penses que tu trouves pas assez vite, mais en fait, c'est en moins d'1 mois, j'ai trouvé les deux, quoi. Et l'autre, dans le vrai travail où je suis, où je voulais être, j'ai quand même pris 6 mois. Et la moyenne pour un immigrant pour trouver un travail dans son domaine d'activité est de 6 mois. Puis, trouver par contre un travail alimentaire pour payer les factures, oui, c'est sûr. C'est hyper facile. Tout de suite. C'est hyper facile. Moi, quand je suis arrivé, j'ai eu la chance, ma femme avait déjà trouvé un travail, comme je l'ai dit. Moi, j'ai trouvé en 1 mois, mais c'est parce que je suis dans une branche qui était très en demande, qui est encore très en demande, qui est l'informatique. Ouais. Et je parlais tout à l'heure de comment j'ai trouvé. J'ai trouvé à travers ce qu'on appelle une référence. C'est super important ici. Ouais, ok. Mais tu vois, la réalité, c'est que tu auras de la facilité à trouver un boulot alimentaire. C'est sûr. Le temps de pouvoir t'installer. Et c'est même très bon pour ton CV parce que ça te donne un peu ce qu'ils appellent l'expérience québécoise. Oui, c'est ça en fait. Avant de t'embaucher dans ton domaine d'activité. Ok. Donc, tu as trouvé rapidement, tu as travaillé. J'ai travaillé. Pendant ces 6 mois-là, dis-nous ce que tu as fait pour trouver justement dans ton domaine d'activité qui est les médias. Les médias, ouais, je suis assistant monteur. Je fais un peu de coordination sur la post-prod, dans l'équipe post-prod, là où je suis. Et comment j'ai fait? J'ai été me coucher à 3h du matin. Tous les jours, tu regardes. Et puis, tu sais, je savais pas qu'on utilisait autant Facebook ici. Nous, Facebook, c'est amusement, quoi. Tu regardes des trucs marrants. Et puis c'est quand je suis arrivé ici, notre ami nous a dit, oui, va sur Facebook, va sur tel groupe. Chaque domaine a ses groupes, donc tu regardes. J'ai fait quand même 2-3 emplois en tant que pigiste dans mon domaine. Et puis, travail stable même, j'ai trouvé en 6 mois et c'est aller se coucher à 3h du matin, refaire son CV français en canadien, essayer de comprendre, regarder un peu les sites internet, qu'est-ce qui différencie le CV canadien et le CV français, le refaire.
Ça m'a pas mal aidé parce que j'ai tellement d'expérience que j'ai pu faire 2 pages facile. Mais tu sais, comme toi-même tu sais, en France, c'est une seule page et tu essaies tu essaies de réduire au maximum. Mais ici, ouais, j'ai fait 2 pages et j'ai trouvé, comme je t'ai dit, c'est 3 heures du matin, 3 heures du matin, tous les jours, quand tu couches les enfants, tu vas sur ton ordi, tu travailles, tu cherches comment convertir ton CV, tu fais ton CV, tu trouves qu'il est pas bon, tu fais un premier entretien, ça passe pas parce que tu comprends pas comment la personne parle, tu te dis, je comprends pas. Il foire, tu fais un deuxième entretien, il foire, tu fais un troisième, ça commence à aller, donc tu passes à l'entretien en présentiel, il foire parce que t'es pas encore habitué, puis le quatrième, il passe, et c'est là où je suis maintenant. C'est une question de progression, c'est de comprendre que tu pars d'un niveau qui n'est pas forcément le même que ceux qui sont ici. Les codes d'ici, tu ne les connais pas forcément. C'est comme ça. tu l'as dit, le CV en France, on t'impose de le faire sur une page, pas de photos. Ici, c'est l'inverse. Plus tu en mets, mieux c'est. Il y a un format à respecter, mais on veut de la quantité et de la qualité aussi. Puis une fois que tu es... Après, il y a une façon de s'entretenir au téléphone, il y a une façon de partager ton expérience de façon succincte, tout en donnant assez de détails pour que la personne en face, qui ne connaît pas tes études, qui ne connaît pas mon background, qui ne connaît pas ton background, soit en mesure de comprendre réellement ce que tu es capable de faire et d'apporter. Et de mon expérience, les gens qui viennent de l'étranger, en général, ont plus de facilité professionnellement parce que les niveaux sont... Quand tu as travaillé en France, par exemple, en informatique, quand tu arrives ici, c'est facile parce que on travaille sur des projets qui sont beaucoup plus gros, sur des compagnies qui sont beaucoup plus complexes, mais surtout qui sont beaucoup plus anciennes, donc ça vient avec un background. Donc c'est facile de s'en sortir ici professionnellement. Mais la personne que tu as au téléphone, ça, elle ne le sait pas. Donc il faut passer à travers ces barrières. Mais ultimement, c'est juste d'avoir les bonnes stratégies, les bonnes techniques pour bien communiquer au téléphone, bien se présenter quand tu arrives sur place aussi. Puis, comment s'est passé ton premier entretien en personne? Quand tu es arrivé, c'était dans quel état d'esprit? C'était quoi la vibe quand tu es arrivé? Tu sais, je suis parti 1 heure avant parce que je connaissais pas du tout. Je me suis perdu plusieurs fois. Je suis arrivé à pile, tu sais, pour ne pas être en retard. Mais quand je suis arrivé, c'était en présentiel, c'était le 3e ou 4e entretien que j'avais passé, donc ça commençait à rentrer. Commençait à comprendre un peu comment il faut la machine. Et du coup, je me suis présenté, j'ai essayé de comprendre. Mais en fait, je pense que c'est pas ce qu'elle cherchait. Elle cherchait plus quelqu'un dans l'administratif et moins dans la technique. Moi, je suis beaucoup dans la technique. Et du coup, je suis quand même dans l'administratif, mais je connais pas les lois et les conventions et les contrats d'ici, l'Actis et tout ça. Je connaissais pas encore à l'époque. Et elle, c'était tout de suite, elle voulait quelqu'un en coordonnateur qui connaît les rouages d'ici, qui connaît les contrats d'ici, qui connaît le système pigiste. Et du coup, je connaissais pas. Donc, ça pouvait être bien, elle voulait bien, mais en même temps, elle avait pas le temps. Donc, en même temps, je comprends, il n'y a rien de personnel, donc je me suis dit, quand elle m'a annoncé, mais tu sais, j'aurais pas le temps parce que il me faut quelqu'un tout de suite qui... Je me suis dit, ok, c'est correct, il n'y a pas de souci. Puis la beauté, c'est que tu pourrais très bien la rappeler aujourd'hui, qu'elle te prendrait, puisque maintenant, tu as déjà acquis toute cette expérience. Mais je suis bien là. Pour l'instant, je suis très bien. Là. Donc là, professionnellement, tu as réussi à trouver un travail. C'est quoi la suite pour toi, là? Comment tu vois les mois et les années à venir? C'est continuer à m'intégrer, continuer à comprendre, essayer d'évoluer là où je suis pour l'instant. En parallèle, essayer de comprendre un peu les rouages de l'immobilier ici, parce que c'est très important ici en termes d'évolution ou d'ascenseur social. Même en termes d'ascenseur social, c'est très important de commencer à comprendre comment ça se passe l'immobilier, parce que quand tu regardes les vidéos, je dis pas que c'est facile mais il y a quand même une facilité ici qu'on n'a pas en France. Puis pour moi, c'est une composante importante de ta réussite financière, c'est d'avoir des actifs. C'est ça. D'acheter de l'immobilier, même si c'est la plus petite chose possible, c'est-à-dire un appartement ou le plus gros, peu importe où est-ce que tu te situes en termes d'ambition, c'est quelque chose qui va te servir quand tu vas vouloir un jour repartir ou aller faire quelque chose ailleurs, c'est avoir cet actif-là.
Quand tu parles d'immobilier, c'est quoi un peu ce que tu donnes comme projet dans les mois à venir? Ah, dans les mois, c'est pas tout de suite, là. Dans les années à venir. Peut-être dans les années, parce que là, en moins d'un an, tranquille, nouvel arrivant. Déjà, même avec les financements, avec les nouvelles arrivants, c'est pas terrible, puisque j'ai pas d'antécédent de crédit, etc. Ça travaille. Ouais, mais bon, voilà. Mais dans les années à venir, dans 1 an ou 2 ans, c'est peut-être déjà d'avoir peut-être un duplex pour me loger, ma famille, et louer en haut, déjà pour commencer à comprendre un peu la gestion, comment ça se passe, les rouages d'ici, la gestion. Pourquoi un duplex? Parce que je pense que ça t'aide à commencer dans l'immobilier. Parce que si tu prends un appartement pour toi, tu payes toi et toi. Ouais. Ça t'aide pas à comprendre la gestion locative. Donc, dans le fond, avoir commencé par un locataire, je pense que ça peut t'aider déjà à comprendre comment ça se passe. Après, je connais pas tout, je connais pas grand-chose dans l'immobilier, mais chez moi, en Guadeloupe, on a ma mère à sa maison, c'est un terrain familial. Ma soeur est en train de construire sa maison, c'est aussi un terrain familial. Donc, c'est un peu l'histoire d'avoir de la terre, d'avoir quelque chose de solide. Mis à part tout ce qu'on entend sur l'immobilier, etc. Mais moi, je sais que j'ai des bases en Guadeloupe et je veux que quand je reviens en Guadeloupe, j'ai des compétences pour dire à ma mère et à ma soeur, mais on fait ça, là, on fait ça, là, on peut faire ça, ça, on peut faire ça, ça, on peut faire ça. Et je suis un peu sacrifié, en fait, si tu veux. C'est cool ce que tu dis, parce que tu viens d'arriver dans un pays, tu te concentres à t'intégrer, trouver du travail, mais tu penses déjà au fait à la phase d'après qui est de dire, éventuellement quand je voulais rentrer, au moins j'aurais tel bagage en termes de connaissances. Ouais. Je possédais de la terre parce que c'est du ownership, c'est de la création de richesse. Et si pour ceux qui me suivent sur YouTube, je suis un gros défenseur de ça parce que je pense qu'il y a tellement de richesse. Pourquoi j'aime beaucoup le Canada, c'est que il y a énormément de terre. On est très peu, on est 35 millions au Canada versus un pays comme la France qui est 10 à 20 fois plus petit que le Canada, où est-ce qu'on est 70 millions. Il y a de la terre à aller conquérir. Il y a de la terre à acheter. Il y a du bâtiment il y a du logement à créer. Et c'est de la richesse qu'on peut créer. On a des opportunités qui sont un peu plus limitées. En tout cas, pour moi, personnellement, quand j'étais en France, ici, il n'y a aucune limite en termes de ce que je peux réaliser. Et c'est ce que j'encourage tout le monde à le faire. J'ai commencé, comme tu dis, avec un duplex, qui a été un tremplin pour ma carrière en immobilier par la suite, parce que j'ai généré tellement d'équité. Puis pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'équité, c'est la valeur que j'avais dans le bâtiment, que je pouvais prendre pour acheter autre chose, est devenue tellement énorme au cours du temps que juste avec ce bien-là, littéralement, je pourrais dire ciao, bonsoir, my life is done. C'est ça. En vrai, c'est en regardant tes vidéos aussi que j'ai commencé à comprendre et à bien structurer mes idées, me dire, en fait, dans le fond, mes idées sont floues parce que j'y connais rien. Mais dans le fond, j'ai raison de me projeter avec des terrains familiaux et comprendre. C'est tes vidéos qui m'ont fait comprendre. Et même la motivation de venir au Canada, tout ça, c'est des vidéos, tu te dis, putain, en fait, c'est vrai, vas-y, fais-le. Tu te dis, vas-y, fais-le. Tu es là aujourd'hui, right? C'est ça, en fait. C'est parti d'une idée, d'un rêve que tu as réalisé. En fait, je pense que pour réussir dans la vie, il n'y a pas de secret, ça prend... Pour réussir, qu'est-ce qu'on entreprend? Et chacun doit définir à son niveau comment il définit la réussite. Pour certains, c'est rouler dans des grosses voitures. Pour d'autres, c'est s'occuper de leurs enfants. C'est ça. Peu importe ta définition du succès, ça te prendra 2 choses. Le courage de prendre des actions. Tu aurais pu dire, il y a le Covid, j'ai un 3e enfant. Pourtant, on m'a refusé 3 fois. Donc, malgré tous ces problèmes-là... On ne nous a pas refusé. En plus, on ne t'a pas refusé, c'est que ça a expiré. C'est que au moment où on devait partir, ça a expiré. Donc, à chaque fois, tu es obligé de refaire. Donc, tu as dû refaire 3 fois. Tu as eu un enfant qui est arrivé dans le mix en plein cours de processus d'immigration. Et malgré ça, et tu as eu le Covid en plus, qui est quand même un gros facteur. Et malgré ça, tu as persévéré, tu as pris des actions pour arriver à avoir des résultats. Et la deuxième chose, c'est d'avoir l'humilité de dire que je ne sais pas tout. Aujourd'hui, je travaille sur mon plus gros projet à date. On est rendu en termes de valorisation du terrain à potentiellement 350 appartements. J'ai jamais fait ça par le passé. Mais j'ai l'humilité de me dire que je ne l'ai jamais fait et que du coup,
je vais aller chercher des connaissances. Je vais aller regarder des vidéos. Je vais aller parler à des gens. Je vais aller rencontrer des gens qui vont me donner de la connaissance pour me mettre dans une position où je peux le faire. C'est ce que tu as fait. Ouais. Non seulement tu as persévéré, en plus tu as pris des services pour t'aider à t'accompagner pour faire ta documentation pour arriver ici. Et plus ou moins, ouais. Et tu es ici aujourd'hui. Donc, peu importe ce que tu veux accomplir dans la vie, ça prend de... Il faut que tu prennes une action. Tu n'auras pas jamais des résultats différents. Je me souvent dire, tu ne peux pas espérer avoir des résultats différents en continuant à faire la même chose. C'est ça. Donc, c'est good. Donc là, tu es posé, tes enfants grandissent tranquillement ici. Comment ça a été d'ailleurs pour eux, le fait de repartir dans un nouveau pays? Bah, ils étaient déjà d'accord, en fait, depuis en Guadeloupe. Donc, c'était pas un problème où il n'y a pas vraiment le mal du pays, parce que ce sont des enfants, tu vois. Donc, quand ils sont arrivés ici, c'est déjà quand ils sont arrivés à l'école. Nous, si tu vas en Guadeloupe, la plupart des écoles, c'est... Bon, je dirais pas que c'est à ciel ouvert, mais ici, c'est des bâtiments, c'est des buildings. Donc, il n'y a pas d'espace ouvert. Alors qu'en Guadeloupe, on a beaucoup d'espace... Quand tu vas en récréation, tu n'es pas à l'intérieur du bâtiment. Tu es dans la cour de récré, etc. Donc, quand ils sont arrivés ici, ils m'ont dit « Ouais, c'est cool, on est dans un bâtiment, on a des casiers, tout ça. Sur les casiers avec les cadenas, tout ça. » Je dis « Ok. » Et mon fils qui me dit « Ouais, le gymnase, il est grand. » Moi, je me suis dit « Bon, c'est cool. Ça veut dire que tout le monde s'est intégré, tout le monde est OK. Et que personne ne regrette le choix d'être venu, tu vois. » Après, c'est sûr qu'ils me demandent toujours quand est-ce qu'on retourne en vacances, quand est-ce qu'on machin. Je leur dis, ouais. Par contre, c'est pas maintenant parce que. Il faut se poser, stabiliser le truc. Et après, on verra comment ça se passe après. Mais en soi, je pense que on a pris une bonne décision avec ma femme. On est venu. On a fait ce qu'on avait à faire. C'est sûr, il y a des galères. C'est sûr. C'est pas le monde des bisounours, comme on dit. Il y a des charges, il y a des factures à payer. T'es pas en vacances. Non, c'est vrai, il faut dire la réalité. C'est pas le monde des youtubeurs qui te disent ouais, non. Non, il y a une réalité. C'est comme partout. Tu viens ici pour travailler, pour te chercher une meilleure situation. Donc, c'est sûr que ça a un prix, ça a un investissement et c'est ça, quoi. Comment tu gères la distance avec la famille? Si tu veux, ma mère, elle était là. Elle est restée là pendant quand même 6 mois. Elle est venue? Ouais. Oh, wow. Elle est venue en décembre, mais pas à Noël. Elle est venue après Noël. Et au début, elle devait être là pour 3 mois. Et puis, tu sais, comme elle a eu certaines longues maladies, donc ici, elle s'est sentie... je sais pas si c'est le foie ou... elle a trouvé... Elle s'est trouvée paisible ici et du coup elle est restée 6 mois. Si elle pouvait rester 1 an, je pense qu'elle serait restée 1 an. C'est parce que quand tu as un permis visiteur, tu peux pas rester. Elle est partie pile avant l'expiration de. Donc, si tu veux, donc, elle nous a beaucoup aidé aussi pour le bébé, puisqu'on n'avait pas encore de garderie au début. Ouais. Donc, c'était quand même un sacrifice aussi. C'est ma grande sœur qui lui a dit. Ouais, mais vas-y, pars. Toi, ça va te faire du bien. Eux, ça va les aider pour le bébé. Et tout le monde, c'est gagnant-gagnant, quoi. Donc, quand elle est venue, elle est restée 3 mois. Elle a vu l'évolution. Elle a vu que j'ai évolué pas mal vite. En moins de 6 mois, du coup, j'ai eu le travail que je voulais faire avant qu'elle parte. Elle s'est dit, bon, ok, je peux partir tranquille. Ouais, le cœur léger. Tu vois, donc... Et elle, c'est une globe-trotteuse, donc elle est retournée en Guadeloupe 2 mois, elle est déjà chez ma soeur en France. Je pense qu'elle va refaire 2 mois en Guadeloupe. Là, elle a un seul enfant en Guadeloupe, c'est ma grande sœur. Donc c'est ma grande sœur qui gère un peu tout la maison, toutes les maisons en Guadeloupe. Mais elle, je pense qu'elle nous a dit qu'elle va revenir bientôt là. Vas-y, viens. C'est tranquille. Et puis après, on s'appelle, c'est la nuit de la technologie, hein, c'est FaceTime, donc voilà, c'est assez tranquille. On s'en va un peu vers la fin de cet épisode. Ce que je voulais faire avec toi, c'est voir 2 points. Donc le premier, c'est qu'est-ce que tu as vraiment aimé quand tu es arrivé ici? C'est quoi les éléments que tu t'es dit, waouh, c'est top? Et c'est quoi aussi les éléments que tu as beaucoup moins aimé? Donc les éléments négatifs. Commençons par les positifs. Les positifs, je vais pas faire le youtubeur, mais la qualité de vie, tu peux pas nier.
Tu te sens très à l'aise, les gens sont bienveillants. Je suis pas tombé sur des gens bizarres, tu vois. Même au travail, tout ça, les gens sont assez cool avec moi. C'est surtout ça, c'est la bienveillance des gens, la qualité de vie, tu te sens à l'aise. Si tu dois aller dans un parc avec tes enfants, tu y vas, tu prends le bus. On est pas mal desservi. Là, on est situé, on est pas mal bien desservi. T'habites dans quel quartier? J'habite à Hochelaga. Hochelaga? Ouais. Ok. Comment ça s'est fait la recherche, le choix de ce quartier? C'est ma pote qui nous a dit. Parfait. Ouais, qui a trouvé, qui nous a dit non, on va pas par là, non, je vais pas citer trop de noms parce que bon. Mais elle nous a dit non, c'est mieux d'aller là, c'est mieux d'aller là. Donc nous, on est là, c'est pas mal tranquille. Je sais que c'était un quartier réputé à l'époque. J'habite dans le quartier d'à côté, sur Hochelaga, c'est le prochain plateau. Tu vois, c'est la prochaine. Là, franchement, ici. Là, c'est super chic dans les mois et années à venir d'un point de vue immobilier. Donc, t'es au bon endroit. Franchement, on est tranquille ici. C'est pas mal bien desservi. Donc, ouais, c'est ça. C'est la qualité de vie. C'est en général. La qualité de vie. Ouais. Et ce serait quoi les points un peu plus difficiles que tu as un peu plus de mal à vivre ou à gérer depuis que tu es ici? La bouffe. Ouais, je suis antillais, tu connais, c'est épicé, on mange bien. Mais après, tu sais, comme je fais de la cuisine, ma femme fait de la cuisine, donc on s'adapte. On trouve les bons produits, on se fait à manger. Mais au début, quand on est arrivé, on n'avait pas encore les bons codes, tout ça, donc c'est pas... Mais c'est pas que c'est pas bon, mais c'est que... ça te fait un choc culturel, quoi, en fait. Oui. C'est pas tant la bouffe elle est pas bonne, je vais pas dire ça, mais c'est un choc culturel, quoi, de sortir de chez soi et d'arriver quelque part et que t'as pas les mêmes codes, donc c'est pas les mêmes produits qui sont dans le supermarché et tu dois t'adapter à ça. On s'est adapté, on mange les deux, donc en gros c'était un point négatif au départ. Là ça va. Deuxième point négatif, ce serait la santé. Ouais. Comment ça s'appelle, la RAMQ? Oh man. Ouais, ça. Parle-nous-en. Voilà. Explique-nous comment ça marche en France, comment ça marche ici. Puis c'est quoi les inconvénients ici? En France, tu as la sécurité sociale, donc tu es suivi depuis que tu es bébé. C'est pas mal par rapport à l'immigration aussi. On est nouvel arrivant, donc on n'a pas encore tout ce qu'il faut pour prétendre à avoir des soins gratuits ou à moindre coût. Donc on est obligé de casquer, comme tout le monde. Mais on n'est pas encore allé à l'hôpital. Au moins, ça c'est sûr. Tu connais 3 enfants. C'est cool pour l'instant. On est tombé malade, on a eu le Covid, tous. Tranquille, donc il n'y a pas eu beaucoup de... Et puis, quoi encore? Sinon, c'est des petites grippes, des trucs comme ça. Donc pour l'instant, mais c'est clair que la latence entre la sécurité sociale et la RAMQ, même s'il y a des ententes collectives entre la France et le Canada, c'est pas encore ça, mais bon, après, je pense que ça va s'améliorer dans le temps pour le Canada. Ouais, effectivement, on a l'un des meilleurs systèmes de santé en Amérique du Nord. Non, on est au Canada, mais en même temps, on se compare aux États-Unis, donc c'est pas forcément... Ouais, c'est ça, en fait. Donc, Et quand tu viens de la France, il y a rien qui va être meilleur que ce qu'on voit en France. Ouais, il y a un grand fossé, quoi. Donc, moi, ce qui m'avait choqué, c'était quand tu vas aux urgences, tu peux attendre des jours. Moi, j'ai une amie qui s'est cassé le bras. Puis, si t'es pas en train de crever ou de mourir, ils font ce qu'on appelle un triage. On t'identifie comme étant non critique, on te met de côté, puis tu peux rester là 2-3 jours. Puis, tant que t'es pas mort, tant que t'es pas en train de mourir, ils vont pas s'occuper de toi. Le système de santé est un peu surchargé. Moi, j'ai jamais eu un médecin attitré depuis que je suis arrivé ici. Donc, c'est sûr que c'est le gros inconvénient, effectivement. Mais après, il y a des solutions. Tu as les cliniques privées, ça a un coût, tu payes pour. Ok, la santé, quoi d'autre? C'est pas mal ça, sinon... Parle-nous du froid. Parle-nous quand même du froid. Tu sais, moi je vais te dire, le froid, ça m'a pas tant... C'était cool. Je m'attendais à pire, je sais pas. Tu sais, quand tu viens de la Guadeloupe, quand tu viens des pays chauds, quand t'entends des moins 20, des trucs... en fait, c'est parce qu'on est passé par la France aussi. On était en France avant d'arriver ici. Donc, on a quand même senti le froid de la France qui est un peu plus agressif.
Et tu sais, quand on est arrivé, j'ai senti le foie un peu plus doux. Je sais pas comment expliquer, mais et c'est après quand même, ouais, quand t'as des tempêtes de neige, des trucs comme ça, ouais, là tu morfles. Là c'est ta capuche avec tes petits poils, tu regardes vers le bas et tu sais, c'est là où on a commencé à faire la différence entre les saisons. Tu sais, quand on est passé d'hiver à printemps, moi, j'ai fait la différence. En fait, quand t'es en hiver, t'es tout le temps comme ça. Tu regardes par terre et tu marches avec tes chaussures. T'entends le bruit de tes chaussures parce que t'as le bonnet, t'as tout et t'entends tes... Et quand le printemps est arrivé, tu sais, tu découvres, même ma rue, je découvre, ah ouais, il y a ça là. Il y a ça là, il y a ça là. Tu te dis, ouais, en fait, quand t'es en hiver, tu t'as pas le temps, quoi. Tu regardes pas... Et c'est là où j'ai commencé à découvrir les saisons. Même en automne, je connais... nous, aux Antilles, on a 2 saisons. C'est la période hivernale avec les cyclones et l'été. Mais elles se ressemblent parce que il fait tout le temps chaud. C'est juste que la saison hivernale, t'as les tempêtes et t'as la pluie. Mm-hmm. Et ici, t'as vraiment les 4 saisons, automne, été, printemps, hiver. Donc, ouais, c'est la première fois que je fais les 4 saisons de ma vie, en fait. C'est ça. Puis c'est une ville, quand tu prends une ville de Montréal ou une autre ville d'ailleurs, c'est 4 villes différentes en fonction des saisons. Ouais, c'est ce qu'on a remarqué aussi, c'est ça le truc. Et tu vis différemment, tu t'organises différemment. C'est ça. En été, on est tout le temps dehors, on prend tout le temps la voiture, on va dans les parcs, on sort de Montréal. En hiver, on fait aussi des activités. Moi, je fais du snowboard, mes enfants, je les ai initiés au ski. On se dit, tant qu'à être ici, on va les initier à des choses qu'on n'aurait pas fait en Afrique ou qu'on aurait moins fait en Europe, en France en l'occurrence, parce qu'il y a la distance. Ouais. Mais tout ce qui est activité hivernale, le ski, le patin, la neige, on essaie d'en profiter en hiver. Et ce que je trouve hallucinant, notamment quand tu viens à Montréal, c'est que tu vas le remarquer, en été, tout le monde est dehors. C'est comme s'ils voulaient rattraper le temps qu'ils avaient perdu pendant l'hiver. Mais par contre, quand même en hiver, ils ne sont pas forcément à l'intérieur. Ceux qui sont là depuis longtemps, ils font des activités, ils font du patin, ils vont dans les parcs. Il y a des activités qui sont faites pour l'hiver. Ça, je ne l'ai pas encore vécu, parce que quand on est arrivé, c'était la fin de la pandémie. Donc, on est arrivé début décembre. C'était toujours le confinement. Il y a eu des mesures de restriction pour Noël, pour le jour de l'an, donc, pour le réveillon, tout ça. Donc, on n'a pas vraiment vécu l'hiver comme il se devrait au Canada. Donc, je pense que cette année, je pense que on va faire des activités d'hiver. Tu vois. Et est-ce que la famille, comment tu gères la distance avec la famille? Est-ce que quelque chose qui te manque? Ou les enfants, par exemple? Oui et non, parce que c'est plus les parents, ouais. Mais si tu veux, comme je t'ai dit, je suis d'une famille assez nombreuse en termes de tantes et oncles, mais ils sont plus en France. Moi, je suis pratiquement le seul, du côté de ma famille maternelle, je suis pratiquement le seul en Guadeloupe. Donc, j'ai moins de... Je suis un peu plus distant par rapport à l'affection, tout ça, la famille. Mais c'est clair que les parents, oui. Mes parents, ma sœur, qui sont tout le temps avec... Enfin, ma mère aussi, on était tout le temps ensemble. Ouais, là-dessus, autant en Guadeloupe, je l'appelle pas tous les jours. Ma femme me dit, ouais, mais pourquoi t'appelles pas ta mère? Je lui dis, mais je l'ai vue il y a 2 jours, pourquoi tu veux que je l'appelle? Ouais, mais il faut l'appeler. Mais là quand t'es ici, tu l'appelles tous les jours, quoi. Dès que t'arrives à la maison, elle m'envoie des messages tous les jours, comment va bébé, comment vont les enfants, tout ça. Je lui dis, ouais, là, je suis... puisqu'elle était là, je lui dis, ouais, je suis à telle station, tu vois. Elle a quand même les références ici. Donc, ouais, ça se vit assez bien. En même temps, tu sais, quand tu vis en famille aussi, t'es pas étudiant, donc t'as moins le manque de... T'as ta petite famille. Ouais. Donc, quand tu rentres à la maison, t'es pas seul ou t'es pas en colocation, donc... Ça sert aussi à moins savoir le manque de la famille et le mal du pays, tu vois. Le mal du pays. Pour finir, ce serait quoi ton mot de la fin? Qu'est-ce que tu aurais à dire à nos auditeurs qui te regardent? Certains viennent déjà d'arriver, certains sont encore dans leur pays respectif et hésitent à faire le saut. Qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, je dirais il faut pas hésiter. Ce que tu as à faire, tu fais. Ne pas prendre de conseils
forcément, tu as des gens qui te diront oui, mais le Canada. Tu sais, il y a des gens qui te disent toujours des trucs alors qu'ils ont jamais été. Tu vois? Et c'est pas le bon choix. Écoute-toi. Même si celui-là il te dit oui, celui-là il te dit non, choisis pas entre les deux. Si tu dois dire oui ou non, c'est par rapport à toi ce que tu veux faire. Donc, vas-y, fonce, engage-toi, n'aie pas peur de t'engager parce que ben, c'est comme ça que tu fais ta vie en fait. C'est comme ça que tu fais des expériences en t'engageant. Tu fais des erreurs, tu refais. Tu fais des erreurs, tu corriges. Ou tu fais des erreurs, tu te dis ben j'aurais pas dû le faire, ben tu retournes au pays. Si t'as pas ben pour ne pas retourner au pays, tu fais des repérages. Ben ouais. Déjà. Mais en gros il faut foncer, il faut pas avoir peur. Et nous on l'a fait, on était à 5 quoi. Tu vois, on est tous arrivés ensemble en même temps. C'est pas genre j'ai laissé ma femme au pays, tout ça. Et non, on est tous arrivés ensemble. On a tous attendu en même temps. On s'est dit, on part tous en même temps. Et voilà. Comme ça, il y a moins de paperasse aussi. Tu sais, tu as des gens, pour finir, une anecdote, quand j'ai travaillé à l'usine, tu as des gens qui me disent, ouais, comment tu as fait pour venir avec toute ta famille, machin. Je sais pas, j'ai patienté, j'ai fait tous les papiers en même temps. Tu sais, tu as des gens qui me disaient, ouais, mais moi, ma femme, elle me manque, mes enfants, ils me manquent. Et, je dois faire des papiers pour eux, mais ça passe pas parce que je sais pas tel truc ou tel truc. Et tu sais, c'est là où tu ressens le mal du pays. C'est là où tu te dis, où tu penses que le Canada, c'est pas fait pour toi. Alors que c'est peut-être, t'as pas eu la bonne solution pour partir. Mais peut-être que tu vis mieux ici, peut-être que quand tu vas retourner, ça sera pas meilleur, mais au moins ta famille, elle sera là. Donc, si tu viens en famille, viens avec toute ta famille en même temps. C'est le seul conseil que je peux donner. Au moins, t'as moins le mal du pays. Écoute, Jean-Claude, un gros merci. J'adore ton parcours, puis surtout ta façon d'approcher ton mindset finalement. Un gros merci à toi. Puis, merci à toi pour l'invitation. De rien. On se dit à une prochaine pour un prochain épisode. Et à aussi. Salut. Salut, bye.